L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa. Bienvenue dans cette nouvelle édition dominicale à la une de l'actualité ce dimanche. Les rebelles de la Séléka, désormais maîtres de la République centrafricaine, ils ont pris ce dimanche le contrôle de Bangui, la capitale. Le président François Bozizé a pris la fuite. On ignore pour l'instant sa destination, mais Bangui est livré au pillage. L'ancien président pakistanais Pervez Musharraf de retour dans son pays après plus de 4 années d'absence. L'ex-dirigeant envisage de participer aux élections générales de mai prochain. Football, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 ont repris en Afrique ce 23 mars. Les résultats à suivre à la fin de ce journal. Bonsoir, c'est sur cette information que nous ouvrons cette édition. Le chef d'AQMI Abou Zaïd, tué lors des opérations militaires franco-tchadiennes dans le massif des Ifogas, a été remplacé par un autre Algérien, Djamel Okacha, et c'est dans ce contexte que des accrochages entre l'armée et les djihadistes du Moujao ont lieu à Gao, dans le nord du Mali. 7 personnes ont été tuées, dont un militaire malien et 2 civils. Les événements se sont donc précipités en République centrafricaine alors qu'ils étaient samedi soir aux portes de Bangui, la capitale. Les rebelles de la Séléka ont finalement pris le contrôle du palais présidentiel. Le président François Bozizé demeure introuvable en proie aux rumeurs. La ville de Bangui vit des heures d'inquiétude et de nombreux pillages ont eu lieu. La Séléka appelle les forces de la FOMAC et les soldats français à l'aider à sécuriser la ville. La confusion règne toujours à Bangui, mais une chose est sûre, le pouvoir a changé de main. Les rebelles de la Séléka tiennent la ville. Peu d'images arrivent de Centrafrique, celle-ci date de samedi. Des témoins, joints ce dimanche par téléphone, parlent de coups de feu et de pillages, des boutiques et des maisons prises d'assaut par des gens armés, mais aussi des habitants. La situation est extrêmement confuse et ça tire de tous les côtés. Là, il y a des scènes de pillage, c'est les jeunes du quartier. Les jeunes du quartier qui pillent les maisons. Tu entends? La rébellion a pourtant promis une tolérance zéro contre toute exaction, pillage ou règlement de compte. Des hommes de la Séléka se déploieraient dans la capitale pour sécuriser les lieux. Ces exactions, nous sommes contre même si nous éléments. Donc nous sommes là pour assurer la sécurité de la population et leurs biens. La France a confirmé que le président centrafricain François Bozizé avait quitté la capitale sans préciser sa destination. Quelques 350 soldats français ont été envoyés en renfort depuis le Gabon. Ils sont maintenant près de 600 militaires français en Centrafrique. Leur mission, assurer la protection des ressortissants étrangers, mais aussi sécuriser l'aéroport de Bangui. Alors, comment les Centrafricains envisagent-ils l'après Bozizé? Nous avons posé la question à Wilfried Bonaventure Bohoroul du collectif Touche pas ma constitution. Il est le porte-parole de ces collectifs centrafricains. Écoutons-le. Il y a plusieurs origines. Je vous rappelle que nous avons signé plusieurs accords de paix en République centrafricaine. Le président Bozizé étant chef d'état-major du président Patassi à l'époque, accompli un certain nombre de choses et il a tenté de prendre les armes pour vouloir restaurer la démocratie. C'est ce qu'il avait dit quand il venait renverser le régime démocratiquement mis en place. Mais malheureusement, tout ce qu'on avait arrêté pendant le dialogue, pendant les conférences, cela n'a jamais été respecté. Et nous sommes en train de traverser, nous continuons toujours à traverser des moments difficiles en République centrafricaine, tout simplement parce que les paroles, les promesses faites par le général Bozizé, tout ce qui a été arrêté, nous avons constaté toujours dans notre pays un régime policier, un régime dictatorial. Et le peuple centrafricain en a marre. C'est pourquoi nous devons agir le plus tôt possible. Nous demandons aux partenaires de la République centrafricaine d'aider, de prêter main forte très rapidement à la République centrafricaine. Parce que la situation est grave. Et nous sommes en train de traverser des moments difficiles, sérieusement, dans ce pays. La France, notre pays colonisateur, les amis de la République centrafricaine, la
EEAC. Nous leur demandons de nous venir en aide. Il faut, dans un premier temps, mettre en place un régime transitoire, en place pour une courte durée, pour organiser les élections législatives et présidentielles, organiser une conférence vive de la nation pour permettre à tout le peuple centrafricain d'éradiquer le mal par la racine. Il faudrait qu'on évite toujours la prise de pouvoir, parce que notre pays est connu par des coups d'État, par des mutineries, par des rébellions. Nous devons finir avec cette situation. Nous vous l'annoncions dès hier, l'ancien président pakistanais Pervez Musharraf a finalement regagné son pays ce dimanche après une absence de près de 4 ans. De près de 5 ans plus tôt, l'ex-dirigeant a promis de rentrer au pays pour participer aux élections générales du 11 mai prochain, et ce malgré les menaces qui pèsent contre lui, notamment ceux de la part des talibans pakistanais. Un retour après 5 ans d'exil et des services de sécurité aux aguets. À l'aéroport de Karachi, l'ancien président Pervez Musharraf n'a pas forcément le pas très assuré, mais il force le sourire. Ces dernières 24 heures, il a reçu des menaces de mort des talibans. À l'extérieur, son comité d'accueil a prévu drapeaux et slogans pour saluer leurs revenants. Tous y voient un nouvel espoir. L'ancien chef d'État est venu pour se présenter aux élections générales de mai prochain. Et lorsqu'il prend la parole, ses premiers mots, il les adresse aux talibans. Je suis venu aujourd'hui. Les gens ont dit que je ne reviendrai pas. Où sont-ils à présent, ceux qui ont dit que je ne reviendrai pas? Ces gens ont essayé de me faire peur. Je n'ai peur de personne, sauf de Dieu. Un discours de défiance et une réponse à cette vidéo postée sur Internet avant son arrivée sur le sol pakistanais. À l'image, un commando de kamikazes et des tireurs d'élite à l'entraînement, une démonstration de force pour dissuader l'ancien général Musharraf de rentrer au pays. Tu vois cet escadron de la mort autour de moi? On te prévient, tu as intérêt à te rendre, sinon on te frappe là où tu ne t'y attends pas. Un retour presque improvisé pour l'ancien président, visé par 3 mandats d'arrêt. Il bénéficie depuis vendredi d'une liberté sous caution au Pakistan. Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité en bref et en images. Au menu, la Syrie, la Birmanie, la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, où 6 personnes ont été tuées le 23 mars dernier dans une nouvelle attaque d'hommes armés dans l'ouest du pays. C'est une compilation signée Aminata Mariko. En Côte d'Ivoire, 6 personnes dont 2 civils ont été tuées ce samedi dans une nouvelle attaque d'hommes armés dans l'ouest du pays selon l'ONUCI, la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire. Les assaillants seraient venus du Libéria selon les autorités ivoiriennes. Ces hommes ont pris possession du village de Petit Guiglo près de Blo-Lequin pendant une bonne partie de la journée, défiant les militaires ivoiriens avec des armes lourdes. Un célèbre chef milicien ivoirien aurait été tué pendant l'attaque. En République démocratique du Congo, un groupe de rebelles armés Maïmaï a attaqué Lubumbashi, la deuxième ville du pays, ce samedi. Les combats ont duré plus de 3 heures. Ils ont désormais déposé les armes, mais les affrontements avec des soldats de l'armée congolaise ont fait au moins 5 morts. En Birmanie, nouvelle violence contre les communautés musulmanes. La petite bourgade de Mektila, au centre de la Birmanie, a été placée sous état d'urgence après 3 jours de violence entre bouddhistes et musulmans. Une 50aine de camions de l'armée y ont été dépêchés. Les violences intercommunautaires ont fait au moins 32 morts selon un bilan provisoire. Des quartiers entiers et plusieurs mosquées sont partis en fumée. Si aucune violence n'a été déplorée la nuit dernière, l'émotion reste vive. En Syrie, le chef de l'opposition Ahmed Mouad Al-Khatib a démissionné dimanche de son poste à la tête de la coalition nationale, reconnue comme la représentante légitime du peuple syrien par des dizaines de pays et d'organisations internationales. La démission surprise de M. Khatib intervient quelques jours après l'élection sans précédent d'un premier ministre chargé d'administrer les territoires rebelles en Syrie. Ghassan Ito est près de 2 ans après le début d'un soulèvement populaire contre le président Bachar al-Assad. Réunion de la dernière chance à Bruxelles pour Chypre. Le président chypriote Anastasias est à Bruxelles pour négocier un plan d'aide de 10 milliards d'euros, mais il doit fournir 6 milliards d'euros en contrepartie, ce qui n'est pas de nature à calmer les esprits dans l'île.
C'est à Bruxelles que Chypre joue son avenir ce dimanche dans une de ces négociations de la dernière chance dont l'Union européenne a le secret. Sur le grill, Nikos Anastasiades, le président chypriote arrivé à la mi-journée. Il apporte ses dernières propositions, un plan pour réunir 7 milliards d'euros exigés par la zone euro en échange d'un prêt de 10 milliards. Des négociations serrées ont eu lieu jusqu'à tard dans la nuit. Il s'agit maintenant de convaincre les responsables. Et depuis le refus par Chypre du premier plan élaboré, les Européens ne sont pas d'humeur laxiste. Malheureusement, les événements de ces derniers jours ont conduit à une situation où il n'y a plus de solution optimale. Aujourd'hui, il n'y a que des choix difficiles. Chypre joue donc son maintien dans la zone euro et dans tous les cas, les remèdes seront drastiques pour les Chypriotes. La restructuration des banques semble acquise, les gros comptes devraient être taxés. Dans l'île, les manifestations de colère se multiplient, l'europhobie se développe et les syndicats menacent de grève si les droits sociaux des travailleurs sont touchés. Religion, à présent, la province ecclésiastique de Yaoundé au Cameroun a organisé une messe d'action de grâce pour le pape François, élu le 13 mai dernier. 10 évêques ont assisté à la messe. Au-delà de son aspect solennel, tous ont prêché pour la paix sur terre. Voyons tout cela avec Serge Tangana Bissot de la CRTV Yaoundé. Voilà, c'est rentré dans les usages, compris pour François dans cette maison de Dieu consacrée basilique mineure par son prédécesseur. Le pape l'a expressement commandé, cette union de foi que la province ecclésiastique de Yaoundé a traduit dans les faits samedi. C'est une action de grâce, c'est aussi une intercession pour que le Seigneur soutienne, renforce la foi du pape François pour qu'il puisse fortifier ses frères et continuer à jouer le rôle de celui qui préside à la charité de l'Église universelle. 7 évêques en fonction, un archevêque et 2 évêques émérites, plus 4 dizaines de prêtres. On a sorti les balafons et chanté le Gloria. Ils se sont vêtus de blanc, alors même que les usages pour Mars en carême, c'est le violet. Jésus s'apprête à vivre sa passion. C'est une solennité, la célébration des solennités, même en carême, nous donne la possibilité de porter du blanc. La lecture a annoncé une saison de paix et d'abondance pour le peuple de Dieu. Le prêche, lui, nous a brutalement ramenés sur terre. En Monseigneur Tonien Bacot, piqué d'écologie, la planète suffoque. Les premières paroles que Dieu donne à l'homme sont écologiques. La domination du monde signifie la co-création, l'amélioration de la création. Donc, fondamentalement, dans la Bible, l'homme est appelé à participer à la création de Dieu, le co-créateur. Pour le bouquet final, Magnificat en chœur, debout. C'est certainement la dernière fois qu'on les voit si joyeux. La semaine qui commence est celle de la passion du Christ. Golgotha, le sang de Jésus va couler. Voilà, sacré Serge Tangana Bissot, notre confrère de la CRTV. La poésie est entrée dans l'être, écrivait le poète mexicain Octavio Paz. En voici donc une illustration concrète à travers cette manifestation de la 4e journée mondiale de la poésie célébrée au Togo sous le thème « L'écrivain et les droits de l'homme ». Plusieurs personnalités politiques, diplomatiques et culturelles y ont pris part. 14e journée mondiale de la poésie au Togo. Pour une journée de poésie, il y avait de la poésie au menu. Allant des écrivains poètes confirmés comme l'ancien Premier ministre Joseph Kokou-Kofigo, en passant par des poètes en herbe à l'instar d'Akles Okanaza, la cérémonie d'apothéose a été riche en couleurs poétiques. Des vers de poésie déclamés dans des formes très variées, les oreilles des invités n'ont entendu que de belles paroles, tant les thématiques étaient variées. La prophétie d'Agokoli de Joseph Kofigo, Je suis mon propre Dieu de Akles Okanaza, ou encore Le prisonnier de Maître Maximilien Ameji, poésie présentée par Amel Védé. La salle était conquise, preuve que la culture togolaise est en bonne marche. Cette vitalité de l'art poétique togolais est tout à l'avantage des autorités qui mettent les moyens pour faire évoluer la culture. Cette année, la Journée mondiale de la poésie rend hommage à l'inventeur du concept de la négritude, le Martiniquais Aimé Césaire, décédé le 17 avril 2008. Aimé Césaire, grand poète dont les œuvres ont inspiré et continuent d'inspirer le monde de la poésie. Les poètes togolais n'ont rien à envier aux Martiniquais, c'est du moins le sentiment de l'invité d'honneur de la 14e Journée mondiale de la poésie, Robert Doucet. Je
pense que nous avons déjà des amis Césaire, mais les Togolais peut-être ne connaissent pas. Si le Cénacle, l'association des jeunes générations de poètes, doit célébrer un chiffre cette année, c'est bien le chiffre 5. 5 comme les 5 ans de la mort d'Aimé Césaire, 5 comme les 5 ans d'existence du Cénacle et 5 comme la 5e célébration consécutive de la Journée mondiale de la poésie au Togo. 5 années d'histoire et un partenaire de taille au finish. C'est l'occasion de ces 5 ans que nous décrochons un partenaire de taille, Air France, grâce à qui le Cénacle va désormais aller à la découverte d'autres cieux et d'autres événements littéraires et culturels en Europe. C'est au cours de cette soirée que le lauréat du prix Cénacle du meilleur promoteur de la poésie au Togo a été dévoilé. Et c'est l'ancien Premier ministre Edem Kodjo qui y est choisi. Les 10 lauréats du concours national de poésie organisé conjointement par le Cénacle et le Goethe Institute ont également été présentés. Ils constituent la relève de la future génération de poètes togolais. Dernier gros titre de ce journal, les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2014 de football ont repris en Afrique ce 23 mars avec une victoire 2-1 du Cameroun sur le Togo. Le Burkina Faso s'est imposé 4-0 face au Niger. Le Burkina est désormais deuxième du groupe E derrière un Congo premier après sa victoire 1-0 face au Gabon. Autre résultat important, la Côte d'Ivoire a battu la Gambie 3-0. Le Sénégal a été tenu en échec 1-1 par l'Angola et le Nigeria, champion d'Afrique, a concédé le nul 1-1 face au Kenya. L'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire ont assuré dans le groupe C. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie d'Africable Télévision. Bonne reprise de travail demain à toutes et à tous. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.